La fiscalité sur le capital en France demeure anormalement élevée. C'est ce qui ressort d'une note d'un grand spécialiste, on va dire, des finances publiques en France, François Ecal, dont l'opinion dévoile aujourd'hui ses résultats. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. C'est vrai qu'il y a cette image, cette étiquette de président des riches qui colle un peu au basque du président depuis le début du mandat. Maintenant. Pourquoi? La flat tax à 30%, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Mais quand on voit cette note, et vous l'avez épluchée en long, en large et en travers, on se dit que finalement, toutes ces baisses d'impôts, voilà, pour les riches soi-disant, quand on regarde au global la pression fiscale sur le capital, c'est beaucoup de bruit pour rien. J'exagère ou c'est ça? Non, absolument, c'est tout à fait ça. Et en réalité, en dépit de toutes les critiques qu'a pu subir Emmanuel Macron en 2018, après avoir non pas supprimé, mais simplement réduit l'ISF pour le transformer l'assiette de l'ISF, en impôt sur la fortune immobilière et instaurer un prélèvement forfaitaire de 30% sur les revenus du capital. Ouais. On se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé en réalité. Ce qu'a fait François Ecal, c'est un ancien magistrat de la Cour des comptes qui a créé un site formidable qui s'appelle fipeco.fr. Allez le voir si vous vous intéressez aux finances publiques. C'est qu'il a pris, en se basant sur les données de la Commission européenne, il a pris en fait le poids des prélèvements, mais assiette par assiette. C'est-à-dire qu'il les a divisés entre tous les impôts, les cotisations sociales et les taxes qui pèsent sur le capital. Ouais. Et quand on parle de capital, on parle, alors on est sur Boursorama, on parle par exemple des dividendes qu'on paye sur les actions, les rendements des obligations, etc. Mais on parle aussi de sa maison, des achats qu'on peut faire, des appartements, des murs, des entreprises, etc. Il a fait une autre étude sur les prélèvements sur le travail et enfin sur la consommation. Voilà les trois assiettes. Et ce qui ressort, c'est que sur l'assiette du capital, on reste immobilier très nettement, mais très nettement au-dessus de ce qui se pratique dans les autres pays européen. J'ai fait un petit calcul, parce que tout ça est présenté en points de PIB. Les points de PIB, personne n'y comprend rien. Si on parle en euros sonnants et trébuchants, on continue de payer après la réforme Macron en France 54 milliards d'euros de plus que la moyenne de ce qui est prélevé ailleurs au sein de l'Union européenne. Ouais. Quand on dit bourse et compagnie, c'est aussi placement à taux fixe, c'est pas seulement les actions, hein, c'est tout ce qui est capital au sens... C'est tout ce qui est capital au sens large, des placements financiers à votre maison, parce que là-dedans, on met la CSG, bien sûr, mais vous avez aussi la taxe foncière. Les entreprises payent une taxe foncière plus une cotisation foncière des entreprises, et vous avez toute une ribambelle. Comme ça, c'est les droits ce qu'on appelle les frais de notaire, les droits de mutation quand on vend sa maison, c'est les droits de succession. Il n'a rien touché au droit de mutation, droit de succession. Là, on n'y a absolument pas touché. On reste à des niveaux très élevés. Et vous avez toute une ribambelle d'impôts comme ça qui font que donc 54 milliards. 54 milliards. De plus que ce qui est payé en moyenne ailleurs en Europe. On n'est pas les premiers. On n'est pas ceux qui taxent le plus. Ce sont en réalité les Luxembourgeois. Alors ça peut être surprenant. Les Luxembourgeois, pourquoi? Parce qu'en réalité, le secteur financier est extrêmement important dans l'économie luxembourgeoise, et donc vous avez 13% du PIB luxembourgeois qui est tiré des recettes des activités financières. Mais c'est normal, c'est de très très loin le premier moteur de l'économie. Vous avez les Belges qui arrivent ensuite, et nous, on est à 11 points de PIB en France, on est le troisième pays européen qui tire le plus de recettes des revenus du capital. Sur ces 54 milliards qu'on paye en plus par rapport à la moyenne européenne, on parle des particuliers, mais aussi des entreprises. Des entreprises, mais le gros morceau, ce sont les particuliers ou pas? Alors, il ne fait pas, on n'a pas la distinction au sein de l'étude, mais sur les 250 milliards, les plus de 250 milliards d'euros de recettes, on peut penser, je réfléchis à la taxe foncière, mais je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est autour de... on doit être peut-être à moitié-moitié entre les ménages et les entreprises. Ouais. Ce qui est important, évidemment, c'est l'attractivité du capital, c'est le coût du capital. Alors, avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. On met une petite baisse quand même des prélèvements obligatoires, de la fiscalité globale, on dit la pression fiscale sur le capital, ça baisse de 0,2 on est passé entre 2017 et 2018 de 11 points de PIB à 10,8 points de PIB. Et si, comme le PIB a augmenté,
En réalité, les recettes ont augmenté. On a gagné 2 milliards de plus. On est passé de 252 à 254 milliards d'euros de prélèvements. Non, c'est pas une faute. Ça, c'est l'évolution. Il y a une baisse de la fiscalité, encore une fois, du capital sur la flat tax et la transformation de l'ISF en IFI. Et le résultat, c'est que ça baisse que de 0,2 points, mais rapporté au PIB. Sauf que la base taxable, parce que la bourse a progressé, parce que l'immobilier a progressé. L'immobilier surtout, l'immobilier a progressé, les recettes des frais de notaire, des droits de mutation ont explosé. Ouais, donc le voir en point de PIB, c'est pas une ineptie, parce que pour le coup, c'est pas la faute du président si l'immobilier monte. Hein. Non, ça, effectivement, c'est pas une ineptie, c'est une échelle de mesure pour se comparer aux autres pays européens. Et l'on voit que sur le capital, on reste en dépit de la petite réforme. En fait, prenez les chiffres, c'est très simple. On pensait que ça allait coûter 5 milliards. D'abord, ça n'a coûté que la moitié, la réforme de l'ISF et de la flat tax. On s'est rendu compte qu'en baissant l'impôt, c'est la courbe de l'affaire, en baissant les taux, on pouvait augmenter un peu les recettes. En tout cas, ça a coûté moins cher que ce qui était attendu. Ces deux mesures devaient coûter 5 milliards aux caisses de l'État. In fine, ça n'a coûté que la moitié. 2 milliards et demi d'euros. Parce que des gens se sont Je rappelle le montant total, juste simplement, des prélèvements obligatoires. On est à plus de 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en France, le pays le plus taxé au monde. Donc on voit bien que cette baisse, elle est minime. Qui aurait dû coûter 5 milliards, qui ne coûte finalement que 2 milliards et demi, flat tax plus transformation de l'ISF. On l'explique comment a posteriori, parce que les épargnants se sont distribués plus de dividendes, plus de coupons. Par deux explications. C'est qu'effectivement, les dividendes, c'était plus attractif. Le versement des dividendes s'était effondré depuis le début du quinquennat Hollande et la barémisation des revenus du capital. C'est ce moment où François Hollande décide de taxer le capital au même niveau que le travail. Et avec les prélèvements sociaux, on arrivait vite à 60-65% d'imposition. Et avec l'ISF, on pouvait arriver dans certaines situations à plus de 100% de taxation, ce qui était totalement délirant. Et il n'y a rien de plus comportemental que la fiscalité. C'est souvent l'erreur à Bercy, c'est-à-dire qu'on calcule les mesures à comportement constant. Mais le lapin reste rarement dans le viseur du canon. Donc, les dividendes se sont effondrés. Le versement des dividendes s'est effondré sous François Hollande et a repris assez fortement, effectivement, en 2017, ce qui a provoqué 900 millions d'euros de recettes supplémentaires. Ça, c'est sur les placements financiers. Et l'impôt sur la fortune immobilière a lui aussi rapporté finalement beaucoup plus que prévu. Du fait, alors d'abord parce qu'on avait un peu du mal à calculer l'assiette en amont de la réforme, et puis aussi du fait de la hausse du marché immobilier qui là aussi a fait s'envoler les prix. Ouais. Donc au final, la morale de l'histoire, c'est que malgré les polémiques autour, encore une fois, de cette baisse des cadeaux faits aux riches, la fiscalité du capital, encore une fois en France, n'a pas beaucoup varié. Mais j'ai envie de dire, c'est 2017-2018. Alors on attend effectivement maintenant les mesures en 2019 et 2020. Tout ça va quand même évoluer. On a parlé du capital, on aurait pu parler du travail, du poids de la fiscalité des prélèvements obligatoires sur le travail qui reste aussi dans la fourchette hausse européenne puisque notre système social repose sur le travail. C'est le financement par le travail et notamment des employeurs. On est les entreprises les plus taxées en Europe pour les cotisations sociales employeurs. Ça, c'est une information 130 importante. Milliards d'euros de plus que la moyenne. Que la moyenne européenne et 153 milliards d'euros de plus que nos concurrents allemands. Vous voyez, l'écart est colossal. Il y a beaucoup d'impôts de production. On en parle en ce moment au sein du gouvernement, à peu près la moitié due aux impôts de production. Donc on voit que dans l'ensemble, on le sait, de toute façon, la France est le pays le plus taxé au monde. Donc on reste dans l'ensemble. Si Emmanuel Macron a commencé à inverser la courbe des impôts, la courbe du chômage aussi, mais également la courbe des impôts, on l'a vu dans l'étude de l'OFCE la semaine dernière, ça reste extrêmement faible par rapport à l'explosion qu'on a eue de 2010 à 2018. Ça englobait un petit morceau du quinquennat de Sarkozy. On reste, bien sûr, dès la fin 2010, en 2011 déjà, on a un bon coup de massue fiscale, mais qui a été prolongé en 2012, 2013, jusqu'en 2014. Et avant de retrouver les niveaux de prélèvement obligatoire d'avant la crise, si je puis dire, il y a encore énormément de marge de manœuvre et la fiscalité n'a que peu baissé jusqu'à présent en France. C'est bien de remettre un peu les choses au clair. De remettre l'église au milieu du village. Merci beaucoup, Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci beaucoup, bonne journée. Bye.